remercier Abdelrahman Matoul de m'avoir facilité la tâche, puisqu'il est remonté à 1860 en parlant de l'émir Abdelkader. Moi, je craignais d'encourir une accusation de passéisme en remontant aussi loin dans le temps. Et 1958, c'est l'Antiquité pour les journalistes, beaucoup de journalistes et les politistes qui s'occupent de l'islam. Ils ne veulent pas remonter loin dans le temps. Or, le colloque qui nous réunit aujourd'hui renvoie immédiatement au colloque méditerranéen de Florence d'octobre 1958, qui était une réaction à la proposition de pacte méditerranéen faite par les Américains après le bombardement par l'aviation militaire française d'Algérie, du village frontalier en Tunisie de Sarid Sidi Youssef. Bourguiba a porté plainte devant le Conseil de sécurité. Les Américains, qui avaient des doutes sur la pacification, comme on dit en Algérie, ont évité in extremis à la France la condamnation et ont proposé ce qu'on a appelé les bons offices. On a désigné 2 émissaires, dont Robert Murphy, qui avait été consul américain en Algérie pendant la guerre mondiale, et un Britannique, qui ont été reçus par Bourguiba. Bourguiba leur a dit, écoutez, les véritables bons offices, c'est avec l'Algérie. Nous, on peut oublier un peu. Et ils ont étudié la possibilité de règlement du conflit algérien en faisant proposer par le State Department, dirigé par Foster Dulles, qui était d'un anticommunisme primaire. Il a proposé un pacte méditerranéen, c'est-à-dire tous les pays de la rive sud réunis dans un ensemble, avec l'Espagne, qui était considérée comme un pays sous-développé, n'ayant pas sa place dans l'Europe plus évoluée. Et il considérait que l'Algérie aurait sa place dans cette structure. Et de facto, l'Algérie aurait été reconnue comme État, soit État associé, soit État à souveraineté limitée, comme on disait, mais État quand même. Et cette proposition a séduit le président du Conseil de l'époque français, Félix Gaillard, qui l'a présenté devant le Parlement. Il a dit c'est super, c'est le meilleur moyen de mettre fin au conflit algérien. Mais il a été renversé le 15 avril 1958 et ça a ouvert la voie à l'agitation du 13 mai qui s'est conclue par le retour du général de Gaulle au pouvoir. Or, on retrouve un peu la pensée gaullienne derrière le pacte, la conférence méditerranéenne d'octobre, qui a été convoquée par les études méditerranéennes, une revue qui existait déjà dans un des rédacteurs s'appelait Robert Barra, un militant chrétien très engagé dans la décolonisation, homme de contact. C'est lui qui avait rencontré Ouamran et Abba Ramzan en septembre 1955. Ça lui a valu d'être arrêté, puisqu'il a publié leurs photos dans l'Express. Et il a convaincu un panel, comme on dit maintenant, d'intellectuels de très haut niveau, de venir aborder cette question de la Méditerranée pour dire aux Américains il ne s'agit pas que de pacte militaire. La Méditerranée, c'est d'une densité humaine et historique, et c'est la raison pour laquelle on trouve des gens d'horizons divers qui paraît difficile à réunir aujourd'hui. Par exemple, vous avez Al Al-Fassi, que les services français, à qui ils voulaient coller une fiche S à l'époque, comme on dit aujourd'hui, mais qui se retrouve avec les représentants de la CGT israélienne, qui étaient venus en nombre. On a 2 professeurs du Collège de France, Louis Massignon et Jacques Berck. Louis Massignon a ramené le père Jean-Mohamed Abdel-Jalil, marocain converti au christianisme, et qui a vraiment reflété le point de vue des Maghrébins en lutte. Ben Barka, Masmoudi, je vous passe. On a Dreyfus Schmitt, qui était le maire de Belfort, mais qui ne pensait pas comme son successeur Jean-Pierre Chevènement, et Edgar Pisani, qui était un peu une sorte de cheveu dans la soupe.
Il a dit, il a parlé de pseudo-gouvernement algérien, et il a voulu protester contre la présence de Ahmed Boumendjel, mais quand il a écouté, il a dit « Je regrette d'avoir réagi par réflexe avant de réfléchir ». Et donc, on a un colloque. Moi, j'ai écrit tout un livre sur Ahmed Boumendjel, dont les archives sont disponibles à Paris, mais aucun historien ni historienne ne s'est avisé de les consulter. Et parmi les archives, il y a les actes de ce colloque méditerranéen qui est d'une richesse extrême. Et donc, dans ce colloque, il y a un parti pris à la fois culturaliste, humaniste et iréniste. Culturaliste, ça veut dire qu'il rappelait aux Américains qu'il ne s'agit pas que de questions militaires, ni même que de pétrole, mais il y a une densité humaine, la possibilité de puiser chacun dans ses ressources passées pour trouver des solutions aux conflits. Et curieusement, la présence d'une forte délégation israélienne rendait le problème israélo-palestinien moins difficile à résoudre que le problème algérien, qui était au centre. Or, Ferhat Abbas était invité par Marat, etc. Mais c'est Gaston Palevski, qui était le plus ancien des gaullistes, ambassadeur à Rome, qui est intervenu auprès du gouvernement italien pour empêcher la venue de Ferhat Abbas. Mais Gaston Palevski connaissait Boumendjel quand il était avocat très intégré à Paris et qui avait encore une carte du Conseil de la République, l'ancêtre du Sénat à l'époque. Et il a dit, il vient ici comme membre du Conseil de la République qui ne l'a pas radié après son ralliement à Tunis. Et donc Boumendjel se retrouve là-dedans. Il a écouté des interventions de très haut niveau, d'un niveau théorique. Lui, avec une fausse modestie, il dit « Moi, je suis dépassé par vos connaissances historiques ». Et l'intervention la plus remarquée, c'était celle de Jacques Berck, qui venait d'être élu au Collège de France, où il dit « La Méditerranée, c'est l'esprit, avec grand E ». Pour un ancien marxiste, c'est quand même une évolution forcée par les événements. Certes, l'esprit dans le sens spirituel du terme, mais c'est aussi la raison raisonnante. La Méditerranée, c'est la patrie des religions monothéistes, mais elle est aussi la patrie de la remise en cause, voire de l'incroyance. L'Hélène se reconnaît dans une certaine forme de socialisme, ou même de matérialisme. La cité de Dieu, mesdames et messieurs, a plusieurs portes. La cité de Dieu avec C majuscule, c'est le titre d'un livre connu de Saint-Augustin. Et Jacques Berck avait fait son premier mémoire sur Saint-Augustin. Or, la fin, la cité de Dieu a plusieurs portes, elle vient directement d'une formule arabe d'Ibn Qutayba qui dit « Les voies qui mènent à Dieu sont multiples ». Et Jacques Berck termine par une sorte de prière plus ou moins laïque, où il dit « Mère qui divise et qui unit fait que nos guerres soient des joutes, qu'elles respectent les valeurs divines et humaines, que les adversaires se combattent au nom d'un idéal commun, fait que jamais les lois de la cité ne me mettent en face d'une liberté qui lutte, car à ce moment, je saurai de quel côté s'ouvre ma voie, fait que jamais la logique ne déserte la chair ni l'idée la musculature des faits, fait que l'esprit de Valérie ne reste pas pur, parce que Valérie était citée là, sur les civilisations, etc., fait enfin que le passé non seulement survive, mais rejaillisse. Ne laisse pas aux autres, à ceux que tes anciens appelaient les barbares, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas notre langue, ne leur laisse pas le privilège des machines ou des usines. Mère de la lutte et de l'unité, fais la jonction de tes faces, la synthèse de ton Europe et de ton islam, du sémitisme et de la latinité. Fais en un mot que dans le respect du passé, et parce que nous sommes les continuateurs vivants du passé, nous redevenions les plus constructeurs, c'est-à-dire les plus révolutionnaires des hommes. Et donc, on a des interventions multiples de ce niveau. Celle de Massignon est très spiritualiste, je vous passe les détails. Après arrive le tour de Ahmed Boumendjel, qui était là
Alors, est-ce que entre ce colloque qu'il y a eu en France et puis les années peut-être de l'après-indépendance, voire les années 70, 80, 90, est-ce que il y a une absence d'action, une absence de... on voit ce colloque de 58 et puis après on perd un peu le fil alors qu'ils ont tout dit. Et pourquoi la Méditerranée, ça n'intéressait plus? On a eu le sentiment que ce n'était pas la priorité dans la période post-indépendance. Après, c'est le mouvement afro-asiatique qu'on appelait des non-alignés qui a pris le dessus. On considérait qu'il fallait unir les gens, le Grand Sud, comme on dit maintenant. Mais la Méditerranée, c'est vrai, elle a été oubliée. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme Boumedienne a été évincé du pouvoir par le groupe Doujla juste après l'indépendance. Vous savez. Peut-être aussi que l'Europe avait été tellement saignée par la Seconde Guerre mondiale qu'elle s'est orientée vers le nord et vers les États-Unis et qu'elle a laissé les anciennes colonies en fait. De Gaulle voulait la ramener vers le sud, qui parlait de la Méditerranée, cette accoucheuse des civilisations, où les gens du Sud peuvent nous rappeler des valeurs que nous avons perdues et qui nous sont très utiles. Là, c'est le développement de la guerre froide, les tentatives de Gaulle, et puis les nationalismes locaux et régionaux qui ont pris le pas sur cet humanisme. Donc, je voulais une petite conclusion. Oui, Boumedienne, il a trouvé le ton juste. Je ne m'attendais vraiment pas à prendre la parole ce soir et je suis en difficulté car, hélas, je ne suis ni un homme de lettres ni un historien. Et la journée a été consacrée aux lettres, aux religions et à l'histoire. Il est à peu près certain que je risque de vous décevoir. Mais après, il leur a dit, mais n'oubliez pas que les Algériens sont des Méditerranéens. Il est possible, voyez-vous, de voir, de regarder, de toucher, de colloquer, entre guillemets, avec des Algériens. Et il a introduit très subtilement le problème algérien, qui était le problème des problèmes, dans un débat de très haut niveau qui avait le caractère d'une utopie. C'était une utopie qui était développée, mais quelqu'un comme Berck, qui connaissait bien le latin, il dit ces idées-là ont besoin d'un fiat, selon la formule kun fayakun, on dit dans le Coran. Il faut qu'il y ait des hommes politiques qui s'inspirent de ces utopies. Ce sont les utopies ont été l'origine d'espoirs déçus, mais toujours renaissants. Et il a dit, ces utopies ne disparaîtront pas lorsqu'on trouvera de véritables hommes d'État. Or, l'homme d'État, je termine, c'est celui qui a la capacité de transformer une espérance en volonté politique. Et je pense que le pacte méditerranéen a été ressuscité par Henri Guénaud et Sarkozy à l'époque. C'était du copier-coller, sauf qu'on a ajouté le Qatar, qui n'est pas méditerranéen, parce que c'était la caisse noire. Mais si on veut vraiment avancer, il faut renoncer aux arrière-pensées du mirage méditerranéen de Sarkozy. C'est comme ça que la presse arabe, on l'appelle Sara Moutawassiti, le Raïs el-Faransi. Il faut s'inspirer de la sincérité, de l'érudition et de l'optimisme de tous ces gens-là. Et Boumedienne, il a réussi à s'introduire, mais celui qui aurait été vraiment pertinent, c'est son ami Malek Bennabi, dont le livre a été présenté sous forme de manuscrit à Jean-Paul Sartre sur la conférence de Bandung. Mais Sartre a trouvé une apologie de Gandhi. Il a dit je préfère Fanon, qui sacralise la violence. Or, Bennabi, dans son livre, il termine en disant on ne peut pas s'engager dans l'ère écuménique avec les complexes légués par le colonialisme et la colonisabilité. Une grande pitié de soi-même et de tout ce qui est humain doit inspirer ceux qui gouvernent en sachant que sous la plus grande perversion, il y a toujours une possibilité de rédemption. Et sous l'apparence de la force, il y a toujours une grande faiblesse qui résume les faiblesses humaines. Le pouvoir requiert de plus en plus les plus hautes qualités morales. L'homme qui voudra gouverner des hommes devra plus que jamais avoir une âme d'apôtre et des entrailles de père. Donc c'est une vision encore plus humaniste et spiritualiste, mais qui rejoint, si vous voulez, je termine par ça, ce qui résume toutes ces interventions, c'est ce qu'on trouve sur le fronton de l'UNESCO. C'est dans l'esprit des gens qu'il faut extirper les germes de la guerre. Et donc c'est d'où un parti pris culturaliste pour rééduquer l'humanité à la paix.